Merci Andréane, merci à vous tous d'être là. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Vivre en Ville, je vais nous présenter un tout petit peu. Donc, Vivre en Ville, c'est une organisation à but non lucratif qui existe depuis 20 ans. On fête nos 20 ans cette année et on travaille partout au Québec à ce qu'on appelle le développement de collectivités viables, donc des milieux de vie qui répondent aux besoins de leurs habitants dans la recherche de l'intérêt collectif et le respect de la capacité des écosystèmes. Donc, une préoccupation d'équité, de développement durable et voilà, de préoccupations environnementales et de santé en font partie, bien sûr. Je vous ai dit, on travaille partout au Québec. Notre siège social est à Québec, mais on a également un bureau ici, aux 4 étages au-dessus de celui-ci, en fait, à la Maison du développement durable, et également un petit bureau à Gatineau. Et notre équipe est pluridisciplinaire et travaille aussi bien sur la question de la fiscalité, des politiques publiques, du transport, de l'agriculture urbaine, de l'aménagement du territoire, tout ce qui concerne la conception du cadre bâti, qui est finalement la spécialité de Vivre en Ville. Alors d'abord, la question du lien entre environnement bâti et saines habitudes de vie. En fait, le lien entre environnement bâti et santé, c'est très, très discuté. Tout le monde en parle. Je ne pourrais évidemment pas aborder tous les sujets aujourd'hui, mais c'est vraiment un sujet débattu de plus en plus. Et la responsabilité des concepteurs de l'aménagement public, privé dans les enjeux de santé, c'est pas une nouveauté. En fait, on en parle depuis longtemps. Je vais vous faire un petit rapide retour sur ce que j'ai appelé la longue quête et les dérapages de la recherche d'un environnement bâti plus sain. Depuis avant même que les urbanistes existent, à l'époque où c'était peut-être plus les ingénieurs, les élus, tous les types de décideurs qui travaillaient sur la ville, on commençait par tenter de lutter contre l'insalubrité associée au regroupement de beaucoup d'humains sur le même territoire, en fait. Insalubrité qui générait la propagation des maladies. Bon, je ne ferai pas un historique de la santé publique, là. Il y a des gens qui seraient mieux placés que moi ici pour le faire. Mais disons que ça date pas d'hier, le lien entre urbanisme et santé publique. Donc les différentes professions ont tenté de travailler sur la ville pour améliorer la santé des gens, donc en créant des grands parcs, en créant des égouts, en améliorant l'accès à une eau potable de qualité. Et puis aussi, avec le temps, en créant, au-delà des grandes infrastructures, en travaillant sur vraiment le mode de développement urbain pour donner plus d'espace à chaque ménage, pour lutter contre la surpopulation, la promiscuité qui était associée à des problèmes sociaux et également à des problèmes de santé. Donc il y a beaucoup d'énergie qui a été mise pour généraliser une nouvelle forme d'habitat, l'habitat unifamilial de type pavillonnaire, qu'on connaît bien, là, qui existe dans nos premières couronnes de banlieue, nos deuxièmes couronnes de banlieue, ça existe partout en Amérique du Nord, ça existe en Europe, c'est vraiment un mode de développement urbain qui s'est généralisé avec le temps, dans un objectif d'assainir la ville, d'en faire un milieu de vie plus agréable, avec un certain nombre d'avantages. Mais malheureusement, pas seulement des avantages. J'attire votre attention d'ailleurs sur le fait que même si créer, on se dit, maintenant on a l'impression parfois que la maison unifamiliale, c'est un rêve universel et inhérent à l'être humain. En fait, on a mis quand même beaucoup d'énergie à ce que ce rêve-là se développe. On a mis beaucoup d'argent, on a développé des infrastructures majeures et on a même insisté lourdement sur le fait que, par exemple, vous voyez, le bloc d'appartements était associé à l'insouciance pour la jeunesse catholique et la maison était associée à la prévoyance. Donc, il y a eu des messages quasi subliminaux qui ont été transmis. Là, c'est pas pour rien que maintenant on associe ça à la responsabilité d'élever ses enfants en banlieue, par exemple. Donc, on ne s'en sort pas facilement. Pour que ce mode de vie-là se mette en place, on a eu besoin d'un ingrédient qui n'apparaît pas sur les photos, mais qui était indispensable et qui est évidemment la voiture, puisque un mode de développement urbain plus étalé exigeait que les gens se déplacent autrement qu'à pied. C'était plus assez dense pour soutenir des systèmes efficaces de transport collectif. Et puis de toute façon, c'est au moment où il y avait une certaine richesse qui se mettait en place et on avait accès à un mode de déplacement individuel,
motorisés, extrêmement pratiques, qui nous permettaient d'accéder à ce mode de vie-là, mais qui, poussé à l'extrême, a conduit à une dépendance importante à la voiture qui a des conséquences graves qu'on observe maintenant de plus en plus. Je veux juste faire une vérification micro. Est-ce que c'est bon? Est-ce que la technique peut me confirmer que tout va bien? Et dans la salle aussi, parfait. Merci. Donc, la dépendance à la voiture, ça a pour conséquence une perte d'occasion d'activité physique, des problèmes d'accessibilité aux services, notamment alimentaires, qui sont les éléments dont je vais davantage vous parler aujourd'hui. Également, bien sûr, il y a d'autres enjeux de santé importants liés à l'omniprésence de la voiture, que ce soit la pollution atmosphérique locale, le stress, le temps de déplacement accru. Je pourrais évidemment pas parler en détail de tout, mais ça explique pourquoi Vivre en Ville est financé dans ses activités par plusieurs partenaires qui s'intéressent à des enjeux aussi différents que l'activité physique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisque le mode de développement urbain s'est associé notamment à ces deux enjeux-là. Donc merci à nos partenaires pour leur soutien à nos activités. Je vais commencer aujourd'hui, puis ce sera l'essentiel de mon propos, par le rôle de l'activité physique comme déterminant majeur de santé. Vous voyez effectivement quelqu'un qui promène son chien, parce que c'est bon pour la santé du chien de faire des promenades régulières. Pourquoi on parle de la sédentarité ? En fait, personnellement, j'en parle parce que mon père étant médecin et s'occupant de maladies chroniques, depuis que je suis toute petite, il me dit qu'il faut qu'on bouge régulièrement et que c'est crucial pour notre santé. Fait que franchement, je pense que même si je n'avais pas étudié en urbanisme et même si je ne m'étais pas spécialisée dans ce domaine-là depuis maintenant presque 15 ans, je n'ai aucun mérite à être convaincue des bienfaits de l'activité physique quotidienne. À l'adolescence, j'ai peut-être refusé ça un petit peu, mais disons qu'on retrouve nos valeurs en vieillissant. Donc pourquoi on s'occupe de sédentarité ? C'est surtout parce que ça cause énormément de problèmes de santé. Et là, je ne vous les citerai pas tous, mais je pense qu'il ne se passe pas un mois sans qu'on entende, sans qu'on lise dans les journaux les résultats d'une nouvelle étude qui montre les problèmes de santé associés, que ce soit sur le cancer, sur les maladies cardiovasculaires, sur le stress, sur en tout cas, bref, la sédentarité, c'est vraiment terrible. On dirait que c'est encore pire que la cigarette, encore pire que l'alcool, en tout cas. Donc, et puis, ça entraîne des coûts importants. Donc, c'est aussi pour ça que les acteurs publics s'intéressent à la sédentarité. C'est parce que ça coûte cher pour les coûts de santé, coûts qu'on aimerait bien utiliser soit pour soigner des maladies plus aléatoires, disons, que les problèmes liés à la sédentarité, soit pour les investir dans notre système d'éducation ou dans notre développement économique, par exemple. Les recommandations de l'Agence de la santé publique du Canada pour atteindre des niveaux qu'on appelle un mode de vie physiquement actif. Pour les enfants, c'est 1 heure par jour. Pour les adultes, c'est 2h30 par semaine. On n'est pas une majorité globalement à atteindre ce niveau-là d'activité physique recommandée. En fait, apparemment, au Québec, il y aurait 60% des enfants qu'on considère comme suffisamment actifs, 44% des adolescents. Dans ces deux groupes d'âge-là, c'est beaucoup plus les garçons que les filles qui sont suffisamment actifs. Et du côté des adultes, c'est à peu près 42% des adultes qui se disent actifs. C'est des chiffres à prendre avec une certaine, disons, un grain de sel. Ça peut varier selon qu'on considère l'activité physique de loisir, l'activité physique liée au transport, mais globalement, notamment pour les adultes, l'activité physique, c'est essentiellement les loisirs apparemment, puis le transport aurait une influence limitée, sauf dans certains milieux. Je vais en parler un petit peu par la suite. Donc on voit qu'on est très loin d'atteindre les objectifs et que ça cause des problèmes importants dans notre société. Mais comment rester actif dans le monde moderne ? Je vous ai parlé de la voiture tout à l'heure, mais ce n'est pas la seule innovation qui nous a condamnés à l'immobilité. Et puis, je regrette vraiment pas le temps où on faisait le lavage du linge à la main. Je pense que c'est quand même une libération intéressante, mais c'est vrai qu'il faut quand même être conscient que notre organisme est conçu pour résister très bien à une privation de nourriture et fonctionner avec une très grande efficacité en réalisant des activités physiques quotidiennes. Et finalement, on dirait que ça ne nous fait pas tellement de bien, cette immobilité-là. Donc il faut trouver le moyen de demeurer actif, même si on a réussi à éliminer à peu près toutes les tâches pénibles qui entraînaient une activité physique non souhaitée, disons.
Donc, comment rester actif ? Globalement, il y a 2 types d'activités. Là, il y a l'activité physique liée au sport et au loisir, puis l'activité physique liée au travail et au déplacement. Donc, quand on est un athlète olympique, c'est super, on n'a pas vraiment besoin de se préoccuper de quoi que ce soit. De toute façon, notre activité quotidienne, de travail régulière, c'est de faire du sport. Pour les autres, il faut réussir à combiner sport et loisirs, et puis déplacement et autres activités. Bon, le jardinage, par exemple, on ne sait plus trop si on met ça dans le travail, dans les tâches quotidiennes, dans le loisir. Mais globalement, avec ça, il faut qu'on réussisse à avoir une quantité suffisante de mouvements, disons. Les sports et les loisirs, c'est intéressant. Ça dépend du temps qui est disponible pour les loisirs. On en a parfois de moins en moins, pour différentes raisons. C'est pas le travail qui prend la plus grande part, mais parfois la vie domestique, parfois les transports. C'est surtout les loisirs actifs et les sports sont en compétition avec les loisirs sédentaires de plus en plus. C'est pas moi qui vais être la première à vous parler du temps écran quotidien. Et puis, il y a aussi un enjeu d'accessibilité physique, géographique et économique pour pratiquer un sport ou réaliser un loisir actif. De l'autre côté, l'activité physique liée au déplacement, c'est sûr que ça permet l'optimisation de l'emploi du temps. C'est cependant étroitement dépendant de l'environnement bâti, le fait qu'on puisse pratiquer un déplacement actif ou non. Et puis évidemment, tout ça est lié également à des contraintes personnelles liées à l'organisation de notre vie sociale et familiale et de nos caractéristiques physiques personnelles. Donc, globalement, moi, j'avais envie de dire, il y a d'un côté une activité physique qui est choisie, planifiée, et de l'autre côté, une activité physique spontanée, liée principalement au déplacement. Et je propose, et vous me direz si vous êtes d'accord, qu'on se dise, on met 50-50, en fait, 50% de la responsabilité sur chacun d'entre nous pour réussir, s'obliger, s'inciter, se valoriser en faisant des loisirs et des sports actifs. Et puis 50% de notre activité physique qui relève de la responsabilité collective, c'est-à-dire qu'on conçoive des aménagements qui favorisent une activité physique spontanée sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on ait à le choisir, sans qu'on ait à faire un effort, simplement parce que c'est logique, pratique, confortable, sécuritaire et que ça nous aide à réaliser les activités de notre vie quotidienne. Donc vous me direz après si vous êtes d'accord, mais voici ce que ça suppose de faire au moins la moitié de notre activité physique à travers les déplacements actifs. Donc la part de l'environnement bâti dans l'activité physique, d'abord, on ne peut pas ne pas parler de l'automobile. C'est sûr qu'on le sait, l'utilisation importante de l'auto est vraiment associée à un surplus de poids et à une sédentarité importante. Et on calcule notamment que les risques d'obésité dans un quartier augmentent de 6% par heure supplémentaire par jour passé dans une voiture. On comprend bien pourquoi, évidemment, cette heure-là passée dans la voiture, elle ne peut pas l'être à faire autre chose. Quand je parlais de temps disponible pour le loisir et les sports, essayer de passer 1 heure par jour en déplacement, de passer 2 heures par jour en déplacement, on comprend bien que le risque d'obésité augmente. Personnellement, je fais souvent le déplacement entre Montréal et Québec, qui sont mes 2 lieux de travail principaux, et je me rends bien compte que les semaines où je fais 6 heures de train, effectivement, j'ai beaucoup plus de mal à organiser mon emploi du temps pour faire une activité physique quotidienne. Donc c'est logique comme phrase, et c'est pas juste la voiture, c'est aussi les transports. Deuxième point que je voulais aborder ici, c'est que le transport en commun, même si on a l'impression qu'on est assis et qu'on se laisse transporter, en réalité, c'est un mode de transport actif, indéniablement. Les personnes qui se déplacent en transport collectif parcourent, c'est des chiffres des États-Unis, mais on peut supposer que c'est relativement les mêmes ici, donc environ 19 minutes par jour le temps de marche pour les usagers du transport en commun, ce qui est presque le temps de marche recommandé par les centres américains de contrôle des maladies, et ce qui est en tout cas beaucoup plus que la moyenne de la population, dont on suppose qu'elle se déplace essentiellement en voiture. Donc quand vous avez l'impression que vous êtes sédentaire parce que vous prenez le bus ou que vous prenez le métro, c'est faux. En réalité, vous marchez beaucoup de chez vous à l'arrêt, dans les stations de métro, vous marchez au point de départ, au point d'arrivée, et puis surtout, vous n'avez pas votre voiture avec vous, donc tous les petits déplacements que vous allez avoir à faire quotidiennement, vous risquez de les faire à pied. Donc un gros avantage. Donc déjà, on est rassuré du côté des usagers du transport collectif. Globalement, on n'a plus besoin ils font la part qu'on recommande d'activité physique à travers les transports.
Par contre, du côté de la marche, elle n'est pas du tout suffisamment pratiquée et c'est pour ça que je vais parler principalement de la marche. D'ailleurs, je parlerai peu ou pas de vélo aujourd'hui. Non pas que ça ne contribue pas à l'activité physique, mais il a fallu que je choisisse mes arguments. C'est pas à moi, mais il y a ici un téléphone qui sonne. Donc oui, les chiffres que nous avons ici sont des chiffres du Québec. Donc 41% des adultes québécois n'utilisent jamais la marche comme mode de déplacement. C'est quand même un chiffre important. Puis même, en fait, il y a juste 14% des adultes québécois qui marchent 6 heures par semaine et plus, donc 1 heure par jour. Et en réalité, ça fait même pas la moitié qui marche entre 1 et 6 heures par semaine. Donc on voit que c'est vraiment devenu un mode de déplacement marginal, la marche, y compris pour les jeunes. Et ça, c'est particulièrement problématique parce que on veut que les jeunes s'habituent à pratiquer une activité physique. Donc, en fait, en une génération et demie, disons, la part modale de la marche pour se rendre à l'école le matin, elle est passée de 80% à 34%. Et ça, c'est pas moi qui le dis, là, c'est plusieurs études qui l'évaluent, aussi bien à Montréal qu'à Trois-Rivières, puis même les études de population, on se rend compte que vraiment, il y a beaucoup moins d'écoliers qui marchent vers l'école. Alors, on espère que tous les programmes de valorisation de la marche et d'amélioration de la sécurité et du confort des déplacements autour des écoles vont renverser cette tendance-là. Mais il ne faut pas se cacher qu'elle est quand même très, très liée, cette tendance, au changement de mode de déplacement chez les adultes, chez les parents qui transportent les enfants. Donc, ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. Je voulais vous parler aujourd'hui spécifiquement de Montréal. Et je me base sur une étude de Marie Demers, Catherine Morancier et Lucie Lapierre qui ont beaucoup travaillé à analyser les chiffres des enquêtes origine-destination et qui ont évalué que sur les 7 millions de déplacements motorisés que faisait, en fait, c'est pas juste Montréal, c'est la région métropolitaine de Montréal, les 7 millions de déplacements motorisés qui sont faits chaque jour, il y en a 11,7% qui font moins de 1,6 km. Donc des déplacements qui pourraient se faire à pied ou à vélo, et même à pied, ça se ferait en moins de 20 minutes. Donc tous ces déplacements-là, ces déplacements motorisés courts, ces chercheuses-là les ont appelés des pas en réserve. Donc elles ont estimé qu'il y avait un potentiel moyen pour 12,5% de la population montréalaise de environ 2660 pas par jour. Donc une contribution très très appréciable à l'atteinte d'un mode de vie physiquement actif. Alors pourquoi ces personnes-là ne marchent pas ? C'est sans doute pas parce qu'elles sont paresseuses, quoique peut-être certaines oui, c'est peut-être parce qu'elles ont des contraintes familiales, c'est peut-être parce qu'elles ont des situations d'incapacité ou qu'elles sont trop pressées, quoique pour 1,6 km, c'est douteux que ça se fasse si rapidement que ça en voiture par rapport à pied. Mais aussi, pourquoi on ne marche pas sur de courtes distances ? Tout simplement parce qu'on se retrouve parfois dans des environnements qui incitent peu à la marche. Et encore, on est dans la région de Montréal. Donc on est à un endroit où d'habitude des trottoirs, il y en a. En revanche, les trottoirs, ils ne sont pas toujours disponibles. Ils sont parfois encombrés, ils nous obligent à marcher dans la rue. On vit ces situations-là quotidiennement en tant que piéton. Là, c'est rare de marcher 20 minutes sans avoir jamais à descendre dans la rue parce que le trottoir est bloqué ou parce qu'il y a une poubelle sur le trottoir. Présentez-moi votre quartier, ça va me faire plaisir d'y habiter. Donc des aménagements piétonniers qui vont être entravés, qui vont parfois être en mauvais état. Aussi des traversées de rues qui ne sont pas toujours sécuritaires. On ne peut pas toujours traverser à l'endroit où on le souhaite. Et puis les intersections qui sont mal signalées comme ça, qui sont mal aménagées pour les piétons, c'est dangereux aussi parce que ça pousse à une certaine délinquance. Et quand on parle de délinquance des piétons, malheureusement, on parle souvent de délinquance de piétons âgés qui ne voulaient pas faire un détour parce que c'était compliqué et c'est souvent ça dont on entend parler dans les médias. Hein. Quand on dit un piéton s'est fait frapper et il était en faute parce qu'il n'a pas traversé au bon endroit, oui, mais bon, est-ce que vous avez vraiment envie d'aller à la lumière qui est à 200 mètres plus loin pour traverser puis de faire 400 mètres de plus alors que vous marchez lentement, que vous avez une canne, que tout simplement que vous trouvez que la rue vous appartient un peu et que vous avez voulu en prendre possession. Donc des aménagements qui ne favorisent pas les déplacements à pied, puis qui expliquent peut-être qu'un certain nombre de déplacements courts soient motorisés. Aussi un déficit d'entretien
des parcours piétons. Donc, bon, j'avoue que ce matin, moi, j'ai marché pour me rendre jusqu'ici et j'ai trouvé que les trottoirs étaient agréablement déneigés. Pardon. Mais ce n'est pas toujours le cas dans toutes les situations. On n'accorde pas toujours la priorité aux piétons. On fait aussi face parfois à des environnements qui sont rébarbatifs, avec des barrières urbaines, soit des barrières complètes, des voies ferrées, des autoroutes qu'on ne peut pas traverser, des grands boulevards, une circulation motorisée importante, puis parfois tout simplement des barrières physiques qui font en sorte que l'aménagement est désagréable. On n'a pas envie de circuler dans un aménagement comme ça, donc on se dit non, c'est pas vrai que je vais aller à l'épicerie en passant sous ce pont-là et puis que je reviendrai par le même chemin. Je vais prendre ma voiture, ça va être plus simple. En plus, comme ça, j'aurai pas à porter mes sacs. Il y a des quartiers qui sont complètement enclavés et donc on sait que les gens qui habitent dans ces quartiers-là vont parcourir peu de déplacements à pied. C'est des milieux peu propices à la marche. On ne peut pas ignorer non plus la question de la vraie insécurité routière. Il y a à peu près un piéton qui meurt chaque semaine au Québec. Et pour un mode de déplacement qui devrait être particulièrement sécuritaire, ça a quelque chose d'inacceptable. Quand on monte dans une voiture, on sait qu'on utilise un outil qui est capable de rouler à 100, 120, 150 km/h, qui va croiser... on a tous joué aux autotamponneuses quand on était enfant. Bref, on le sait que c'est quelque chose qui est susceptible de connaître des chocs. C'est l'insécurité routière vécue en voiture à quelque chose de logique. L'insécurité routière vécue à pied, c'est pas normal. On vous apprend à marcher. Quand vos parents vous apprennent à marcher, ils vous disent pas attention, c'est ça qui va pouvoir te tuer un jour. Et pourtant, c'est le cas. Et les piétons se tuent pas tout seuls. Ça arrive qu'un piéton meure parce qu'il s'est cogné la tête sur le trottoir, mais c'est quand même pas ça en général, l'insécurité routière. Et évidemment, le fait qu'une insécurité soit vécue, ça conduit par le phénomène d'un cercle vicieux à augmenter l'insécurité routière parce que, par exemple, pour les enfants, les parents souhaitent accompagner leurs enfants sur le chemin de l'école en voiture parce qu'ils trouvent qu'à pied, c'est dangereux. Donc, ils sont en voiture, donc ils augmentent la circulation motorisée. Donc, les autres parents qui accompagnaient encore leurs enfants à pied ou qui laissaient leurs enfants se déplacer à pied se disent « mais il y a beaucoup trop de circulation autour de cette école-là, je vais accompagner mon propre enfant en voiture ». Il y a un cercle qui est nécessaire d'inverser, surtout pour les populations vulnérables. Alors, je ne passerai pas tellement en détail ce qu'on peut faire pour améliorer la sécurité des piétons, pour améliorer la pratique de la marche, parce que je pense qu'on le sait relativement tous. Ça commence à être une expertise assez répandue. Là, puis il y a d'autres publications, puis sites web qui peuvent nous informer là-dessus, mais je vais juste insister sur deux incontournables des rues favorables à la marche. D'abord, des aménagements sécuritaires et confortables. Puis le mot confortable est important, avoir des trottoirs suffisamment larges pour marcher à plusieurs de front, pour être capable de croiser deux poussettes, pour être capable de porter des sacs sans avoir besoin de se mettre de côté pour croiser quelqu'un, c'est important. Et avoir des intersections justement rétrécies qui favorisent une traversée sécuritaire. Ça fait partie des aménagements sécuritaires et confortables, je ne le détaillerai pas davantage, mais c'est le premier incontournable. Et puis le deuxième incontournable, ce serait un cadre stimulant qui donne envie de se déplacer à pied. Et le premier point, c'est la largeur des rues. J'ai pas d'image de la région de Montréal pour ça, mais on pourrait la trouver, là, même si c'est Rimouski, c'est un peu le milieu périurbain mondial, ça, des rues larges, des maisons pas très hautes, et un sentiment pour le piéton d'être complètement perdu dans cet environnement-là et de n'avoir finalement rien à faire ici. Alors que quand on se retrouve dans une rue mieux encadrée, là, ça apparaît beaucoup plus normal de se déplacer à pied. Et dans les rues encore plus étroites, là, le piéton se sent vraiment à sa place. Donc, encadrer la rue, que ce soit par les bâtiments, que ce soit par de la végétation, ça fait partie du confort des déplacements à pied et de ce deuxième incontournable-là de cadre public de qualité. Et puis aussi bien sûr le fait d'avoir des espaces publics de qualité pour avoir des rues agréables fait partie du milieu de vie plus convivial. Puis ça appelle à l'interaction entre les piétons, puis ça réduit l'envie de rouler vite pour les voitures aussi. Dans ce milieu-là, on sent bien que on n'est pas sur une autoroute, on n'est pas sur un endroit où on fait de la vitesse. Et on n'a pas tout l'espace en tant qu'occupant d'un véhicule motorisé. Il y a eu beaucoup de travail ici, une note de Yann Gell là, sur 12 critères de qualité de l'espace piéton. Je ne les passerai pas tous en revue, mais c'est sûr que les façades avec des fenêtres, l'éclairage, l'aménagement, la qualité, sont des éléments importants. Donc ça, c'était
pour ces piétons-là, enfin pour ces potentiels piétons-là, donc les 12% de la population montréalaise qui fait des déplacements motorisés courts de moins de 1,6 km de long. Mais au-delà de ces 12% de la population montréalaise, il y a quand même 50% des résidents dans la RMR de Montréal qui apparemment se déplacent tous les jours en voiture pour tous leurs déplacements et sur de longues distances. Ils ne font pas de courte distance. Elles ne font pas de courte distance, ces personnes-là. Tous leurs déplacements sont au-delà de 2 km. C'est sûr qu'on pourrait se dire qu'on peut se forcer à marcher jusqu'à 2,5 km, mais honnêtement, il n'y a pas grand monde qui le fait dans nos sociétés, et puis je ne suis pas sûre que ce soit une cible qu'on soit capable de viser tant que ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui n'ont pas de pas en réserve ? En tant que personne qui travaille sur l'environnement bâti, honnêtement, je suis presque plus préoccupée par ces personnes-là que par celles qui font des déplacements courts motorisés. Parce que les déplacements courts motorisés, on sait quoi faire. On veut créer des trottoirs, on veut aménager des intersections. Il faut mettre un petit peu d'argent, il faut mettre des investissements, il faut prendre des décisions, il faut faire un choix de priorité. Mais globalement, c'est un aménagement et un changement relativement mineur à nos milieux de vie. Alors que pour les gens qui ne font que des déplacements longs, c'est beaucoup plus complexe. Puis je voulais vous parler des 3 incontournables des villes et des quartiers favorables à la marche. Parce que ces gens-là qui font des déplacements longs, c'est un peu ceux qu'on a laissé tomber. On leur a pas créé des milieux de vie complets, on n'a pas créé des milieux de vie avec des services et des commerces accessibles à pied. Et pour réparer ces milieux de vie-là, ça demande des investissements et des décisions beaucoup plus cruciales que simplement pour aménager des intersections. Le premier incontournable, évidemment, c'est la proximité des commerces et des services. S'il n'y a aucun endroit où vous pouvez vous rendre à pied, vous ne vous déplacerez pas à pied. Et pareil en transport en commun. Inversement, on se rend compte justement quand il y a des commerces de détail à l'intérieur d'une région de 300 mètres autour de la résidence, on a une propension beaucoup plus importante à se déplacer à pied ou à vélo. Les 2 cercles que vous voyez ici, c'est un cercle de 500 mètres puis un cercle de 1 km. Donc vous voyez qu'il y a quand même un grand nombre d'habitations autour de cette rue commerciale-là. Ici, on est sur l'avenue Mont-Royal à Montréal. Si on se déplace à Montréal aux abords du carrefour Angrignon, par contre, on se rend compte que les commerces du carrefour Angrignon sont beaucoup moins accessibles à pied, tout simplement en raison de leur grand format, du fait qu'ils sont entourés de stationnements, qu'ils sont entourés de voies routières et que finalement, en cherchant bien, on est peut-être capable de trouver quelques résidences à distance de marche, mais probablement avec une barrière assez infranchissable avant de se rendre au commerce. Donc, les quartiers qui sont situés autour de ce carrefour-là, en fait, personne ne s'y déplacera à pied, vraisemblablement. Quand on observe ce genre de milieu-là, c'est vraiment une tendance de fond qui est liée avec la motorisation au début des années 50, qui se développe et qui fait en sorte que l'ensemble des activités, en fait, vont échanger une logique de proximité contre une logique d'accessibilité automobile et se déplacer aux abords des grandes voies routières. On le vit à Montréal comme dans toutes les régions. Le 10-30 en est un très bon exemple. Pourquoi prendre la peine d'aller s'installer au cœur d'un milieu de vie quand, en vous installant comme commerce sur le bord d'une autoroute, vous allez avoir la visibilité liée à votre bannière qui est visible par des dizaines de milliers de personnes qui se déplacent en voiture, et puis en plus une autoroute qui est payée à 100% par les paliers supérieurs de gouvernement, où vous n'aurez jamais à assumer le moindre coût pour ça. Ce serait bien dommage de s'en priver. Donc c'est une tendance générale et c'est à cette tendance-là qu'il faut s'attaquer si on veut faire en sorte qu'il y ait des commerces et des quartiers accessibles dans les milieux de vie. Avoir des commerces dans les milieux de vie, ça commence par décider de plus les installer ailleurs en réalité. À partir du moment où on assume que c'est normal d'avoir des épiceries de plus en plus grandes et situées de plus en plus loin de la population, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait aussi des petites épiceries de quartier avec une offre de qualité, pas trop chère. C'est impossible, la concurrence est trop forte. On est suffisamment motorisé dans nos sociétés pour avoir le choix de choisir de magasiner où on veut. Donc s'il n'y a pas une décision collectif, que c'est pas ce genre-là d'urbanisme qu'on veut, on est perdu. Et ceux qu'on laisse de côté, c'est notamment ceux qui n'ont pas accès à un véhicule motorisé et qui donc vont se retrouver
en situation, par exemple, de désert alimentaire, mais ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Le deuxième incontournable pour des villes et des quartiers amis des piétons, c'est évidemment la compacité et la densité résidentielle. Et là, je vais passer rapidement là-dessus parce qu'on est quand même dans la région de Montréal et je le sais que vous, ça vous fait pas peur, la densité. On travaille un petit peu partout à vivre en ville, donc on est souvent obligé d'expliquer que la densité, ça peut être à échelle humaine, que ça peut être des quartiers de triplex, que ça peut être de la qualité de vie et que l'avantage principal, c'est justement de faire en sorte que les commerces, les services sont accessibles pour un plus grand nombre, donc davantage rentabilisés. Et que si on a une densité minimale de 50 logements à l'hectare, par exemple, on peut commencer à espérer qu'on va avoir suffisamment d'épiceries pour desservir le quartier, suffisamment de commerces et bien sûr une population suffisante pour fonctionner en un transport collectif concurrentiel aussi. Le troisième incontournable, je pense que j'ai commencé à l'évoquer un petit peu, mais c'est la réduction des barrières et la perméabilité du tissu, puisque évidemment, quand bien même vous auriez une certaine densité et la présence de commerce, si les rues sont difficiles à parcourir, comme par exemple ici, pour aller d'une maison à une autre, à vol d'oiseau, c'est 75 mètres, mais en réalité, vous allez avoir 800 mètres à parcourir. Là, on sait que ça commence à être un frein. Là, il y a des grandes chances que vous ameniez votre enfant en voiture pour aller jouer chez son ami, parce que vous n'aurez pas forcément envie qu'il mette 15 minutes, qu'il soit dans un quartier que vous ne connaissez peut-être pas. En plus, il y a une des rues qu'il va emprunter qui est sans doute utilisée comme voie de transit par un bon nombre d'automobilistes qui roulent vite parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des piétons. On sait que dans les milieux où la tram est en cul-de-sac, on fait beaucoup moins de déplacements à pied que dans les milieux où on a une tram en damier. C'est vrai aussi à proximité. Vous voyez ici un supermarché Maxi. Je pourrais l'atteindre en 200 mètres si j'étais un oiseau ou si j'ai la chance d'être particulièrement valide, que ce soit l'été ou que les chemins à l'intérieur du petit parc là, soient particulièrement bien déneigés. Mais sinon, il va falloir que je fasse 1,5 km. 1,5 km, merci. Si vous êtes une personne âgée et que vous transportez des sacs, c'est sûr que vous ne ferez pas ça. La question de la localisation des activités étroitement associée à la conception du milieu routier, c'est un élément à prendre en compte donc pour recommencer à s'occuper des populations qui vivent dans des milieux incomplets où il n'y a pas suffisamment de commerces et services ou alors où ils sont simplement inaccessibles. Je voulais parler aussi de l'amélioration de l'accès à l'offre alimentaire par l'environnement bâti. J'en parlerai pas avec beaucoup de détails. Il y a beaucoup de spécialistes ici dans la salle, donc ils voudront peut-être apporter certains compléments. Mais on est quand même obligé de parler de ce que j'ai commencé à évoquer, la question des déserts alimentaires. Il y aurait à peu près seulement moins de 6% de la population qui vit dans un réel désert alimentaire, c'est-à-dire qui n'a aucun commerce alimentaire accessible en raison de ses propres capacités de motorisation, de déplacement et puis de l'absence de ces commerces-là dans son environnement. Mais il y a quand même presque la moitié des Québécois qui ont un accès limité au commerce alimentaire. Une partie... en tout cas dans différents milieux, et d'ailleurs c'est particulièrement vrai en milieu rural. Je voulais aborder aussi la question des marais alimentaires qui sont pas des déserts alimentaires, mais c'est un peu méprisant le terme marais, marécage, mais ça traduit le fait que dans certains milieux, un statut économique défavorisé est associé aussi à une proportion de restaurants minutes importante. Et là aussi, c'est important de considérer les populations vulnérables. En fait, on associe moins directement la présence d'offres alimentaires à la consommation de suffisamment de fruits et légumes pour atteindre les minimums recommandés. Mais par contre, on sait que les populations plus vulnérables sont plus à risque, soit de consommer trop de malbouffe quand il y a une trop grande présence dans les marais alimentaires, soit d'avoir de la difficulté à trouver une alimentation de qualité. Donc peut-être que le seul message que je voudrais donner, c'est ça, c'est que quand on s'occupe d'alimentation et d'environnement bâti, c'est particulièrement les populations vulnérables dont il faut s'occuper. Et puis par exemple, dans la population de Montréal, on sait que les élèves des quartiers moins nantis courent 30 fois plus de risques que les élèves des quartiers mieux nantis de croiser un restaurant minute autour de leur école. Donc là, il y a une certaine inégalité, puis en tant que concepteur des milieux urbains, on devrait y voir. Cela dit, on lit souvent le chiffre que 37% des écoles publiques du Québec ont au moins un restaurant minute à moins de 15 minutes de marche, d'accord.
On lit aussi que 62% des écoles publiques du Québec ont au moins un dépanneur à moins de 15 minutes de marche. Et là, je dois dire qu'en tant que personne qui s'occupe, qui fait la promotion de milieux de vie complets, je me dis, ok, d'accord, 62% des écoles publiques ont un dépanneur à moins de 15 minutes de marche. Et les 38% restants, ça veut dire qu'elles n'ont pas un dépanneur à moins de 15 minutes de marche, ça veut dire qu'elles n'ont vraisemblablement aucun commerce ni service à moins de 15 minutes de marche. Donc ça veut dire que c'est des milieux de vie complètement monofonctionnels où la propension à pratiquer de l'activité physique est somme toute nulle, puisque les chiffres que je vous montre ici, donc on observe une baisse de la probabilité d'être obèse quand la mixité d'un voisinage augmente de 0, donc juste des maisons, à 0,25, donc avec quelques magasins. Donc en fait, peut-être qu'il ne faudrait pas trop critiquer la présence de dépanneurs auprès des écoles, mais plutôt chercher à améliorer la qualité alimentaire dans ces dépanneurs-là, pour que ça devienne justement des commerces intéressants à fréquenter. Il me reste 2 minutes, Andréane. Je voulais vous parler rapidement d'abord d'une mini-étude de cas en Allemagne sur justement l'offre alimentaire dans les centralités. Une étude de cas intéressante puisque c'est la ville de Fribourg-en-Brisgau qui, en gros, a identifié les centralités de quartier, le centre-ville, et a déterminé que l'offre alimentaire ne pourrait s'installer que dans les centralités identifiées. Donc plus en périphérie, pas au bord des autoroutes, pour garantir l'accès à une alimentation pour la population. En fait, ils ont tout simplement décidé que les produits alimentaires, ça s'installe là où sont les gens. Point. C'est tout. C'est aussi simple. C'est simple parce qu'il y a une loi fédérale en Allemagne qui dit que pour les produits de consommation courante, les projets d'implantation ne sont recevables que s'ils se situent dans une zone commerciale centrale et qu'ils ne nuisent ni au bon fonctionnement des zones commerciales centrales situées sur le même territoire, ni au commerce de proximité de leur zone de chalandise. Donc l'Allemagne a une loi qui prévoit d'éviter la concurrence entre les commerces pour éviter la formation de déserts alimentaires, en fait, pour éviter que... on se retrouve, qu'on crée une grosse surface alimentaire, par exemple, et qu'elle conduise à faire fermer des commerces de proximité. Donc, si Fribourg a réussi à protéger ces commerces de proximité, c'est aussi parce qu'il y a un cadre législatif favorable en Allemagne. Donc, ça montre que la responsabilité, elle n'est pas uniquement aux décideurs locaux. On peut aussi travailler sur le cadre législatif, travailler sur la fiscalité municipale, travailler sur un certain nombre de règles qui constituent le cadre d'exercice de la conception des milieux de vie, de l'urbanisme, de l'organisation des transports, et qui ont une forte influence. Je voulais dire aussi qu'il y a des bénéfices nombreux associés à placer l'alimentation au cœur des quartiers, à commencer par favoriser le mode de vie physiquement actif. Mais comme je veux quand même prendre 1 minute pour vous parler des menaces et des opportunités pour un environnement bâti salutaire, je passe vite là-dessus. Le constat qu'on fait, c'est que notre environnement bâti nous pousse à la sédentarité et compromet notre accès à une saine alimentation, en tout cas au moins pour certaines catégories de population plus vulnérables. Donc ce constat-là, une fois fait, on veut changer les choses. Pour ça, on a certaines opportunités. On a les investissements, par exemple le programme fédéral d'infrastructures qui veut soutenir le transport collectif, qui veut soutenir des infrastructures sociales, du logement social. C'est des investissements qui sont particulièrement intéressants à mettre à profit pour créer des milieux de vie favorables aux saines habitudes de vie. De la même manière, à chaque fois qu'on reconstruit une rue, c'est l'occasion de changer les choses ou de ne pas changer les choses et de continuer à faire comme toujours et de s'assurer qu'on va toujours rester aussi sédentaire. Une autre opportunité ou menace, c'est la norme sociale. Est-ce qu'on continue à considérer la marche et le vélo comme des modes marginaux ? Est-ce qu'on considère que les utilisateurs de la marche et du vélo, c'est à eux de s'assurer qu'ils circulent de façon sécuritaire, qu'ils font attention à leur sécurité ? Il y a 2 jours, j'étais en voiture avec quelqu'un, puis on était dans une petite ville du Québec, mais dans une zone quand même commerciale. C'était la nuit. On a croisé un piéton qui marchait à notre droite, donc il n'était pas du bon côté de la route, et la conductrice m'a fait remarquer qu'il n'avait pas de bande réfléchissante sur ses vêtements. C'est vrai, et franchement c'est vrai qu'on a eu peur de le frapper, mais enfin elle a dit il n'avait pas de bande réfléchissante sur ses vêtements, puis il ne marchait pas du bon côté. Elle n'a pas dit il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas d'éclairage public. On était dans une zone où il y avait des commerces, donc la norme sociale, c'est encore que le responsable de faire attention à sa santé, c'est le piéton. Une opportunité, c'est le vieillissement de la population aussi. D'abord, on a une population une tranche d'âge importante qui vieillit. Il y a une adaptation qu'on peut faire et ça va probablement être beaucoup plus acceptable de faire justement parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont en bénéficier.
Et puis, la dernière opportunité, c'est la lutte contre les changements climatiques qui nous donne l'occasion de repenser notre mode de vie. Mais là, il va falloir décider, est-ce qu'on fait un virage technologique avec les véhicules électriques, par exemple, ou est-ce qu'on va vers une transition urbanistique pour à la fois favoriser une réduction des émissions de gaz à effet de serre et puis une augmentation de l'activité physique. Comme je ne voulais pas vous laisser sur cette diapositive quand même un petit peu épeurante, même si elle est mobilisante, je voulais terminer sur une initiative extrêmement intéressante de refaire de la rue un espace partagé, sécuritaire pour le jeu des enfants, qui a été faite à Bel-Oeil, qui est particulièrement intéressante parce que ça renverse à la fois l'organisation du cadre bâti, la norme sociale, qu'on saisit des opportunités, on mobilise la population, on s'adresse à une classe d'âge particulièrement vulnérable. Donc un exemple intéressant puis qui montre que peut-être les choses sont en train de changer en matière d'environnement bâti et d'activité physique.